Valérie Lecoeur va nous rejoindre. Je demande Jean-François Pès. Le quorum est correctin. Nous pouvons ouvrir cette séance. Vous avez pris connaissance des délégations de signature. Il convient d'approuver le procès verbal du 12 mars dernier. Est-il des objections? Non, il est adopté. Il convient de désigner un secrétaire de séance et j'ai reçu la candidature de Christian Vitou. Y a-t-il d'autres candidats que Christian? Non, il est donc désigné secrétaire de séance à l'unanimité. Et nous pouvons attaquer l'ordre du jour à proprement parler avec le morceau de bravoure de ce conseil qui constitue le pôle financier. Et je passe tout de suite la parole à Claude Garot. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Alors, la première délibération que je vais vous présenter concerne un état annuel, une bonne délibération, c'est l'état annuel 2020 des indemnités versées aux conseillers municipaux. Alors, c'est quelque chose qui existe depuis l'année dernière, depuis 2020, et c'est un état qui informe sur l'ensemble des indemnités perçues par les membres du conseil municipal. Vous avez eu un document mis sur table parce que visiblement il manquait les indemnités de nos collègues qui est également président de syndicat intercommunal. Alors, vous avez remarqué que cet état était un peu chargé, c'est normal, c'était une année de renouvellement des conseils municipaux. Donc il y a des nouveaux élus, il y a des modifications de compétences, et voilà ce qui explique pourquoi il est un peu complexe cette année. De nulle part. Il n'y a pas de question. Alors, approbation du compte de gestion 2020 du receveur municipal. Alors, comme chaque année, la commune de Mency est amenée à délibérer sur la conformité du compte de gestion du receveur municipal en conformité avec le compte administratif de la commune. Les dossiers comptables et les résultats d'année 2020 étant en parfaite concordance, il demande à l'Assemblée délibérante d'approuver le compte de gestion de l'exercice 2020. Le budget principal de la ville dressé par Madame le receveur municipal. Des observations. Je n'en vois pas. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour l'adoption du compte de gestion du... Qui s'abstient? Merci. Dans la foulée du compte de gestion vient bien évidemment le compte administratif. Document qui participe pleinement à la procédure budgétaire. Alors, ce compte administratif, il relate la façon dont a été exécuté le budget précédent et il dégage un résultat en fonctionnement et un résultat en investissement. Ces écritures et ces résultats doivent être identiques à ceux figurant au compte de gestion prévu par le programme que nous venons d'en parler. Alors, vous avez reçu un document support établi par la direction des finances qui expose tout ce qui a été réalisé au cours de l'année 2020 et qui fait ressortir en résultat. Le budget d'investissement 2020 a dégagé un déficit de clôture de 828 277 €, déficit qui sera repris en première écriture en dépenses d'investissement de notre budget 2021. Le budget de fonctionnement, lui, a dégagé un excédent de clôture de 2 128 457 € qui sera affecté en recettes d'investissement. Alors, en investissement, les dépenses premières recettes ont été réalisées à hauteur de 70% des crédits ouverts. 7 904 345 en dépenses, 7 872 901 en recettes. Vous avez le détail par chapitre et donc dans le document. Les reports de crédit s'élèvent, eux, à 1 912 722 en matière de dépenses et à 1 900 509 € en matière de recettes, pratiquement équivalent. En fonctionnement, les dépenses ont atteint 18 649 481 €, soit 91% des crédits ouverts, et les recettes se sont élevées à 20 777 939 €, soit 101,50% des crédits ouverts. Voilà, donc avez-vous des questions sur le compte administratif dont vous avez reçu le détail dans le document support? Avant de procéder au vote, je vais devoir quitter la séance et donc vous confier la présidence, M. Béraud. Madame le premier adjoint. Madame la première, donc qui va présider pendant que vous passerez au vote? Monsieur le rapporteur, je l'éclipse. Voilà.
cette question passe au vote, donc M. Blanc va sortir uniquement dans l'intérêt de Donc, Monsieur le maire étant sorti, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour ce budget? Adopté. le compte administratif a été adopté. La délibération suivante est intitulée Affectation du résultat 2020. Donc nous venons de constater que nous avions eu en 2020 un déficit d'investissement de 828 267 €. Ce déficit, comme je viens de vous l'indiquer, doit être reporté en totalité en première dépense d'investissement de notre budget 2021. Par ailleurs, nous avons constaté un excédent de fonctionnement, lui, de 2 128 457 €. Et là, nous avons trois opportunités. La première est de conserver cette somme en totalité en section de fonctionnement. La seconde, c'est de panacher l'affectation du montant entre le fonctionnement et l'investissement. Et la troisième possibilité, c'est d'affecter le résultat en totalité à la section d'investissement. Alors, c'est cette option que nous vous proposons d'adopter ce soir. Nos dépenses de fonctionnement étant couvertes par nos recettes propres de l'exercice, et cela nous permettant de limiter le recours à l'emprunt. Avez-vous des questions? Je n'en vois pas. Je vous propose de passer au vote sur cette affectation du résultat. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Alors ensuite, nous avons des délibérations à caractère financier que nous devons passer chaque année. La première, c'est d'en donner acte. Ça concerne le bilan des acquisitions et des cessions immobilières qui ont eu lieu au cours de l'exercice précédent, au cours de l'année 2020. Il y a eu cette année-là 2 acquisitions, une cession. Acquisition d'un terrain marais près du nouveau cimetière pour 125 000 €. Et l'acquisition du terrain Saxel en bas de la rue de la Sablière, là où nous avons réalisé le nouveau parcours pour 660 000 €. Il n'y a pas de vote, mais si vous avez des questions, je n'en vois pas. Nouvelle délibération qui est conforme à celle que nous prenons annuellement. Elle concerne, c'est une délibération cadre, elle concerne le seuil au-dessous duquel les biens meubles acquis par la commune sont comptabilisés en section de fonctionnement. Alors, les biens d'un montant inférieur à 500 € avec une durabilité inférieure à 1 an sont affectés en section de fonctionnement. Mais, comme les années précédentes, nous proposons d'abaisser ce seuil à 250 €, ce qui permettra d'affecter plus de biens en investissement et d'abonder ainsi la base de notre demande de FCTVA. Des questions? Je vous propose de passer au vote. Qui est d'accord pour que nous abaissions notre seuil à 250 €? Qui s'abstient? Et bon. Merci. Vote, alors, avant d'avoir le budget, le vote des taux d'imposition. Alors, 2021, vous avez tous entendu parler, c'est la première année d'application du nouveau système d'attribution des impôts locaux aux collectivités locales. Il n'y a plus de taxe d'habitation sur les résidences principales, au moins pour les communes, pas pour les particuliers, encore 20% pour payer. Le foncier non bâti, lui, conserve son statut, base communale notifiée par l'administration et application du taux communal. Et c'est pour le foncier bâti que les choses se compliquent un peu. Les bases sont toujours fixées par l'administration fiscale, mais il y a maintenant un taux de référence. Le taux de référence qui correspond au taux communal 2020, pour nous, il est le même que le taux communal 2017, puisque depuis un certain nombre d'années, nous n'avons jamais majoré le taux, et du taux départemental 2020. Donc, ça nous donne un taux nouveau de 19,80% taux communal, plus 16,37% taux départemental. Notre taux de référence est donc de 36,17%. Alors, l'application de ce taux à nos bases de 2021, vous venez de les connaître, on nous a donc fixé
fixer les bases 2021 du foncier bâti. Nous le multiplions par ce taux de référence et nous obtenons un produit qui est de 9 113 032, très loin de ce que nous sommes en droit d'attendre, puisque notre budget prévoyait 12 600 000 euros de recettes. Alors, nous faisons donc partie de ce qu'on appelle les communes sous-compensées. La loi de finances a prévu l'application d'un coefficient multiplicateur qui permet de compenser cette perte de recettes. Si nous avions un peu de temps et un peu d'aspirine, je vous dirais le mode de calcul de ce coefficient. Il a dû être élaboré par la même personne qui a fait l'attestation de sortie du mois de mars. Quoi qu'il en soit, nous proposons donc le maintien de notre taux de foncièrement bâti à son niveau 2020, soit 110,63%. Je vous rappelle qu'il n'a pas augmenté depuis 2017. Et de retenir le taux de référence de 36,17% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui nous permettra d'obtenir le montant d'impôts locaux que nous avions prévu dans notre budget. Donc voilà, vous avez la délibération qui fixe les taux. 36,17 pour le foncier sur les propriétés bâties et 110,63 pour les propriétés non bâties par an. Avez-vous des questions? Je ne vois pas. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Et j'en viens maintenant donc à notre budget primitif pour l'année 2021. Alors, comme prévu et annoncé lors du DOB, qui a été examiné le 12 mars dernier, le montant global de notre budget ne diffère quasiment pas des éléments présentés. Il est toujours de 20,5 millions en matière de fonctionnement et de 10 millions en matière d'investissement. Je ne reviens donc pas sur le détail des propositions, sauf questions particulières. Je pense qu'on avait fait un tour d'horizon lors du débat sur le DOB. Je rappellerai simplement que les dépenses de fonctionnement qui sont de 20 millions comprennent les dépenses de personnel à hauteur de 12 millions, les charges à caractère général à hauteur de 5,2 millions, les autres charges de gestion courante pour 714 000 euros, principalement au niveau des subventions, les charges financières pour 821 000 euros, principalement le remboursement des intérêts de l'emprunt, les atténuations de produits pour 319 000 euros. C'est là où on trouve le FPIC et la pénalité SRU dont nous avons eu l'occasion de parler déjà. Les dépenses exceptionnelles pour 85 000 euros. Alors, les principales caractéristiques de ce budget de fonctionnement, je les rappelle, c'est la prise en compte dans notre budget communal des dépenses spécifiques aux actions de la commune en matière de pandémie, avec notamment le Covid Center et le centre de vaccination. Nous avons un certain nombre de dépenses nouvelles. L'intégration de nouveaux services comme la réserve communale de sécurité civile, la parentalité ou encore la santé handicap. Nous avons comme caractéristique de ce budget également le maintien à haut niveau des subventions à nos associations, subventions qui ont été votées, je vous rappelle, en décembre, ainsi que la prise en compte d'une tranche supplémentaire de quotient familial pour l'attribution des chèques sport-culture, puisque cette année, nous intégrons la tranche 3 pour bénéficier de cette aide. La création d'une aide à l'achat de vélo musculaire qui a pris effet le 1er avril et qui se substitue à celle concernant antérieurement les vélos électriques. Toujours caractéristique de ce budget, la réservation de crédits destinés à l'aide au commerce et à l'économie locale si besoin est. Et évidemment l'inscription de la pénalité découlant de la loi SRU qui n'est pas neutre puisqu'elle a pas se doubler cette année. Ce budget de fonctionnement il est financé principalement par les impôts directs locaux, par l'attribution de compensation de la CCVE, qui se monte quand même à 2,2 millions d'euros, par les remboursements des bénéficiaires des prestations de services rendues par la commune, évaluées à 1,8 million d'euros, par des taxes reversées par l'État pour environ 1 million d'euros, taxes sur la consommation finale d'électricité, taxes sur les pylônes et taxes de droit de mutation. Enfin, par des subventions pour 1 million également, la principale étant celle que nous percevons de la part de la CAF pour toutes les actions jeunesse menées par la commune. Alors en matière de recettes, les principales caractéristiques de ce budget, c'est bien sûr la première année de remplacement de la taxe d'habitation sur les résidences principales par une part de taxe foncière,
C'est aussi le fait de constater que nous n'avons toujours aucune majoration de nos taux depuis 2017. Et c'est aussi le fait que nous avons une perspective d'augmentation des produits et des services cette année, puisque nous espérons que les situations vont s'améliorer. Et par rapport à l'année dernière, nous aurons normalement beaucoup plus de ressources dans ce domaine. Alors, ce budget de fonctionnement, comme je le laissais prévoir lors de l'examen du DOB, devrait dégager un excédent de recettes sur les dépenses d'environ 400 000 €, ce qui constituera une par conséquence de notre autofinancement. En matière d'investissement, alors les dépenses sont d'un total de 9,9 millions d'euros et se décomposent en reste à réaliser au 31 décembre, 1,9 million d'euros, de la reprise en compte du déficit de l'exercice précédent dont nous avons parlé tout à l'heure, pour 828 277 €, le remboursement du capital de nos emprunts pour 2 313 305 €, et 217 384 € d'écriture d'ordre comprenant les amortissements. Les dépenses nouvelles réelles, celles-ci, sont donc de 4 608 249 €. Je vous rappelle les principaux équipements prévus cette année: la réfection du gymnase pour année libre, la fin des travaux de requalification de l'avenue d'Ardès, le début des travaux de réaménagement de l'espace culturel Jean-Jacques Robert, le déploiement de la vidéoproduction et la création d'un centre de supervision urbain, l'acquisition d'une parcelle de terrain auprès du département, d'importants travaux de menuiserie à l'école Jean Bernard, la création et l'amélioration d'éclairage sur plusieurs cours de tennis extérieurs, la transformation du préau de l'Ormeto en classe et dortoir, et nous y trouvons également de nombreux frais d'études en lien avec les projets de la commune en matière de voirie et de bâtiments. Alors, ça, ce sont les dépenses. Or, reste à recevoir, qui s'élève également à 1,9 million, les recettes principales proviennent de subventions de l'État, de la région Île-de-France, du département, de la CCVE et d'organismes divers comme la Fédération française de tennis, par exemple, pour plus d'1 million. Du FCTVA, 1 million d'euros, du produit de cession, 252 000 €, et de notre autofinancement constitué des excédents de fonctionnement dégagés à la clôture d'exercice 2020, c'est les 2 128 457 € dont nous parlons tout à l'heure, et en provision dans le budget de cette année de 398 000 €. L'équilibre, il sera assuré par un emprunt de 1 900 000 €, et notre endettement global diminuera cette année encore, il diminuera de 413 000 €. Voilà, mes chers collègues, cette année encore, nous avons un bon budget de hauteur de 30 millions d'euros, aussi bien en fonctionnement qu'en investissement. Et je vous laisse deviner le montant de compte commande de factures à saisir, ainsi que le nombre de mandats et de titres à émettre par la direction des finances. Voilà, M. Mbert, j'en ai terminé ma présentation. Avez-vous des questions? Je vais voir ça. Eh bien, on peut passer au vote. Qui se vote pour le budget 2021 de la commune? Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur, pour l'ensemble de ces points, pour cette présentation complète, claire, synthétique, et qui d'ailleurs n'a pas appelé d'objections ou de commentaires. Je tenais à vous remercier personnellement, ainsi que votre direction, l'ensemble des services de la commune et des élus qui depuis plusieurs mois ont travaillé pour préparer cet excellent budget. Excellent, et je pèse mes mots, je prendrai uniquement 3 axes, 3 points importants que chacun peut intégrer et comprendre, y compris sans être un expert de la comptabilité publique. Le premier, c'est que nous sommes sur des taux de fiscalité inchangés. Donc, pour la 5e année, nos taux et la pression fiscale exercée par la commune de Mennecy ne changera pas. La deuxième, c'est que nous sommes sur un investissement particulièrement élevé, pratiquement 10 millions d'euros sur le budget primitif, c'est-à-dire probablement un peu plus en fin d'exercice avec les décisions modificatives qui vont nous permettre de porter l'ensemble des engagements et des investissements publics dont notre commune a besoin. Vous les avez listés, je ne parle pas de panégyrique,
Mais juste rappeler quand même, l'avenue d'Arblay, le théâtre, le gymnase Guiton sont autant parmi d'autres d'investissements absolument essentiels à notre commune. Et puis troisième point, c'est un budget qui nous permet également de réduire l'emprunt de la ville, puisque nous réduisons de quelques 400 000 € le montant du capital d'encours d'emprunt de la commune, c'est-à-dire que nous remboursons 400 000 € de plus que nous n'empruntons. Lorsque l'on sait d'ailleurs que nous empruntons aujourd'hui à des taux qui sont beaucoup plus bas que les emprunts que nous remboursons de manière courante, on mesure tout le travail qui a été fait par vous-même et la direction des finances. Merci à vous, Monsieur Garot, et la parole est à Madame Dougnot. Oui, bonsoir. Première délibération, permis de louer, application du dispositif de déclaration et d'autorisation préalable de mise en location. Définition des secteurs. La commune a souhaité mener une réflexion sur la lutte contre l'habitat indigne, dégradé et utiliser les outils étatiques nécessaires pour les parvenir aux gens. Un large secteur autour de notre centre-ville est frappé par une augmentation significative de plaintes concernant un habitat indigne. Nous avons donc trouvé nécessaire de mettre en place le permis de louer sur l'ensemble de la commune, et cela sous deux formes différentes selon les secteurs que vous trouvez annexés à cette délibération. Les premiers secteurs, déclaration de mise en location, oblige les propriétaires à déclarer à la collectivité la mise en location d'un bien dans les 15 jours suivant la conclusion d'un nouveau contrat de location. Et cela donnera lieu à la délivrance d'un récépissé. Et le secteur vraiment centre-ville, où il y aura une autorisation préalable de mise en location. C'est beaucoup plus contraignant puisqu'elle conditionne la conclusion d'un contrat de location à l'obtention d'une autorisation préalable. La demande d'autorisation doit être renouvelée à chaque nouvelle mise en location et cette autorisation sera facturée comme le prévoit la réglementation au prix de 60 €. Donc, avez-vous des questions sur ce permis de louer? Non, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Acquisition foncière par la commune. La terrain située lieu de ville de Chamboureux à Nancy, appartenant à l'indivision Frontier. Dans le cadre de l'aménagement des terrains situés en zone N de Chamboureux, la division Frontier a accepté de nous vendre leur parcelle BA157 de 1100 m² pour 4 400 €, soit 4,40 € le m², avec une clause d'inconstructibilité de 50 ans. Avez-vous des questions? Non, de votre vote, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Proposition de modifier les périmètres des unités des abords aux monuments historiques. Suite à l'interpellation de M. l'architecte des bâtiments de France, nous proposons de lancer l'étude d'une transformation d'une région de protection de 500 mètres en périmètre des unités des abords, CDA, autour des deux monuments inscrits de notre ville, l'église et la porte de Paris. Ceci pour mieux prendre en compte la réalité du terrain. Ce nouveau périmètre passera en enquête publique conjointement avec la modification du PLU. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour?
Merci Madame Junio, et je vais immédiatement rendre la parole à Claude Garot pour une délibération portant sur la dénomination du futur poste de police municipale qui est en cours de travaux à la grange du centre administratif Jacques Rose, et pour une dénomination que nous souhaitons ô combien importante, forte et symbolique, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le maire. Oui, dans le cadre de la création d'un nouveau poste de police municipale dans un bâtiment situé au début de la rue de Midi, sur une initiative de monsieur le maire, après consultation des policiers municipaux eux-mêmes et d'autres personnes, nous vous proposons de dénommer ce poste de police du nom de Clarissa Jean-Philippe. Je rappelle qui était Clarissa Jean-Philippe, c'était une jeune policière municipale qui a été lâchement assassinée à Montrouge le 8 janvier 2015 dans l'exercice de ses fonctions par le terroriste Amadi Koulibaly. Merci, monsieur le rapporteur, pour cette présentation. C'est une délibération symbolique qui marque l'attachement qui est le nôtre, non seulement à la police municipale, mais à toutes celles et ceux qui ont été amenés à se sacrifier, amenés à être victimes de l'obscurantisme, amenés à être victimes du terrorisme. Cette jeune femme qui a perdu la vie dans l'exercice de ses fonctions, qui a été abattue à bout portant, eh bien, ne fait pas forcément partie de celles et ceux qui ont eu beaucoup d'honneurs posthumes, beaucoup de reconnaissance, et donner le nom de ce poste de police municipale à une femme, quelque chose d'important, à quelqu'un qui fait partie de ces victimes un peu oubliées, et bien quelque chose qui, je crois, a beaucoup de sens. En tout cas, je vous remercie par avance de mon vote favorable. Je vous rends la parole pour la mise au vote, M. Garot. Bien, mes chers collègues, qui est pour la dénomination? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Jean-Paul Reynaud. Mes chers collègues, il me revient de vous présenter deux délibérations. Toutes les deux concernent le fait des demandes de subventions. Donc, la première concerne une demande de subvention faite par la région Île-de-France dans le cadre de la stratégie climat pour l'appel à projet bâtiment public durable pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture du gymnase Bouton. Donc, dans le cadre des travaux de réhabilitation dont on a déjà évoqué, nous souhaitons installer des panneaux photovoltaïques, donc le 15 pour moi, qui vont permettre d'utiliser une énergie durable moins coûteuse et plus respectueuse de l'environnement pour répondre aux besoins en électricité du bâtiment. Donc, le montant des dépenses est estimé à 42 772 € hors taxe, soit 51 326,40 € TTC. Les travaux simplement qui concernent les plateaux photovoltaïques, monsieur. Ils sont éligibles des subventions que la région Île-de-France à hauteur de 50% dans le cadre de la stratégie climat de l'appel à projet bâtiment public durable. Donc, je vous ai demandé d'approuver la demande de subvention faite par la région Île-de-France en demande de subvention à hauteur de 21 386 € et d'autoriser monsieur le maire à signer les documents s'il a pour. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui est pour? Merci pour cette unanimité. Deuxième délibération, donc le mur du cimetière de la Sablière est plus en mauvais état, puisqu'on est obligé d'engager un certain nombre de travaux d'urgence, une partie étant tombée. Donc il est très ancien, hein, ce cimetière, bien sûr, le mur également. Et donc on engage des travaux, ou on souhaite engager des travaux, pour un montant de 33 081,50 €, soit 39 697,80 € TTC. Et il se trouve qu'il vous est possible d'obtenir de la communauté de communes du Val-d'Essonne une subvention à hauteur de 6 000 € pour cette rénovation. Donc il vous est demandé d'approuver
approuvé le plan de financement, hein, donc 10 000 € de fonds de concours de la CCDE, et d'autoriser M. le maire à signer tous les documents qui sont nécessaires. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Qui est pour? Je vous remercie. Merci, M. Reynaud. La parole est à Mme Chauffet. Merci, Monsieur le maire. Je vous propose une subvention exceptionnelle à l'Association des scouts et guides de France. Le montant de cette subvention s'élève à 2 550 €. L'association organise un voyage pédagogique en Suède avec 17 jeunes du groupe des Caravelles, les jeunes de 14 à 17 ans, du 30 juillet au 13 août. En retour de ce soutien, l'association, avec ses 17 jeunes, va s'investir dans l'organisation d'une action citoyenne par la mise en place de 3 journées de nettoyage dans le parc des Villeroy ou de ses alentours. Avez-vous des questions? Pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Monsieur le maire. Merci, Mme Chauffet. Mme Madabi. Bonsoir tout le monde. Cette délibération concerne le domaine de la santé et une signature d'une convention de coopération entre la pharmacie d'Aberville et la ville de Nancy pour les traitements des dasseries. Donc les dasseries sont des déchets d'activité de soins à risque infectieux et assimilés. Et donc le personnel du centre de vaccination de la ville utilise du matériel médical qui nécessite un traitement très particulier dans le protocole d'élimination. Et donc, la ville doit respecter une réglementation spécifique en la matière de traitement des déchets. Et donc, pour simplifier la démarche qui peut coûter et qui peut être quelquefois très onéreuse, avec des prestataires et une filière d'asserie, donc la pharmacie d'Aberville se propose de nous facturer directement les contenants pour l'opération de vaccination et s'engage à récupérer les contenants afin de les transmettre avec ses propres conteneurs aux prestataires. Donc il est demandé au conseil municipal et à M. le maire de signer ce document en se rapportant à cette convention. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui est pour? Merci, Mme Madabi. Mme Perret. Il s'agit d'une demande de subvention auprès du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse dans le cadre de l'appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires. Cet appel à projet a vocation de réduire les inégalités scolaires et à lutter contre la fracture numérique en contribuant à assurer un égal accès aux services publics de l'éducation par l'équipement des écoles élémentaires d'un socle numérique éducatif. Les objectifs étant favoriser l'acquisition par les élèves d'une culture et de compétences numériques, rendre possible l'accompagnement et le soutien des élèves en dehors du temps scolaire, développer les usages du numérique à l'école, mais aussi pendant les activités périscolaires. L'appel à projet réalisé en étroite collaboration entre la commune et les directrices des écoles de la Janotte, l'Énergie, la Verville et la Sablière. Le socle numérique comprendra entre autres 30 postes informatiques répartis sur les années 2021 et 2022, ainsi que l'acquisition de 60 tablettes qui compléteront le matériel informatique déjà en place. La subvention auquel nous pourrions prétendre serait de 70% des dépenses prévisionnelles. Je vous invite donc à autoriser M. le maire à solliciter cette subvention et à signer tout le document relatif à ce projet. Avez-vous des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci à vous. Merci, Mme Perret. Mme Pratt. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Alors, c'est une délibération qui concerne une demande de subvention pour la réalisation d'un ABC de la biodiversité. Depuis 20 ans, la France s'est investie dans une lutte de préservation de la biodiversité. En janvier 2020 est créé l'Office français de la biodiversité.
ce dernier finance les atlas de la biodiversité, les ABC. Alors, cet ABC, il recherche à lancer une dynamique en faveur de la reconnaissance de la biodiversité locale et de constituer une aide à la décision pour la commune afin de préserver son patrimoine naturel. Bien qu'il n'ait pas de valeur juridique, un ABC a un impact de par ses objectifs, qui sont apporter à la commune une information naturaliste, en particulier cartographique, afin d'identifier les enjeux spécifiques qui y sont liés, sensibiliser et mobiliser les élus, les équipes techniques, les acteurs locaux et les habitants. Favoriser la prise en compte des enjeux de biodiversité en amont des différentes démarches d'aménagement. Donc, l'ABC permet de réduire notre empreinte écologique sur les systèmes. Quelles sont les étapes? Nous allons donc réaliser un état des lieux en premier, ensuite compléter les données existantes par un inventaire, ensuite hiérarchiser et spatialiser les espèces et habitats à enjeu, et préserver la biodiversité en élaborant un plan d'action. À l'issue de cette étape, un document de synthèse sera rédigé. C'est un livret ABC, il se nomme livret ABC. Donc le pilotage, ça sera comme toujours un comité technique, comité de pilotage et un comité de suivi. Nous serons aidés par Prodon Île-de-France et les associations locales. Le montant des dépenses est de 36 545,20 hors taxes et nous serons subventionnés à hauteur de 80% par l'OFD. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver cette demande de subvention et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cet ABC. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est pour? Merci pour cette unanimité. Merci Madame Pratt. La parole est à Monsieur Dubois. Merci Monsieur le maire. Un rapport de jour, il s'agit d'un annulé en place, une délibération que nous avions votée en mars, il y a un corps que vous avez vu. Sinon, il n'y a pas de changement particulier, il n'y a pas de question. On est au vote. Il y a des votes contre, des abstentions, Bien, merci Monsieur le rapporteur. La parole est à Madame Couillot. Oui, merci Monsieur le maire. La première délibération, il s'agit de la redéfinition des tarifs relatifs au cimetière de la Sablière et de l'Aqueduc. Suite à l'information reçue par le comptable public, la commune doit supprimer la taxe des frais d'enregistrement pour les comptes perpétuels afin d'être en conformité avec la législation. Par ailleurs, il y avait de renommer la taxe de déversement des cendres en tarif de déversement des cendres, parce que le mot taxe est inapproprié. Il ne s'agit pas d'un impôt, mais bien d'un tarif en contrepartie de prestations exécutées. Les autres tarifs, quant à eux, restent inchangés. Ils ont proposé aux membres du conseil municipal d'accepter ces changements. Est-ce qu'il y a des questions? Qui vote pour? Et la deuxième, donc c'est pas une délibération, c'est une, comme chaque année, donc nous avons reçu du préfet de l'Essonne des instructions concernant l'établissement de la liste préparatoire annuelle des jurés d'assises, puisque vous savez, depuis 2016 a été modifié les modalités d'inscription sur les listes électorales et qui a instauré un répertoire électronique unique. Ce module appelé suffrage web est entré en vigueur depuis 2019, et ce qui entraîne aussi une modification du tirage au sort des jurés d'assises qui se fait donc sur ordinateur. Il s'agit quand même, bien évidemment, d'un choix aléatoire opéré.
Donc je vais procéder donc au tirage. Voilà. Sans vraiment pas de silence, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Merci Madame la rapporteure. Avant de conclure ce conseil municipal, M. Colverly nous a saisi de deux questions dans le cadre, comme il tient à le rappeler, de l'article 29, chapitre 6 du règlement intérieur du conseil municipal. La première a trouvé réponse dans le cadre de la première délibération présentée ce soir et il n'y a pas lieu d'y répondre. La deuxième, sinon s'applique à appliquer le règlement intérieur, article 29, chapitre 6, a été envoyé en délai, puisqu'il aurait convenu qu'elle nous soit envoyée avant le 6 avril à 18h30. En l'espèce, elle nous est envoyée le 7 avril au matin. Ceci étant, la mairie étant généreuse et le maire ne reculant devant rien, nous répondrons quand même à vos interrogations, que vous auriez également pu soulever par oral, concernant la question du projet de méthanisation de Fontenay-le-Vicomte, 6, comme vous l'écrivez vous-même, à Fontenay-le-Vicomte, et non pas à Mennecy, chers collègues. Alors, tout d'abord, et de manière liminaire, juste rappeler que le rôle, la fonction d'un élu, c'est pas d'être pour ou contre. On peut être pour ou contre absolument tout. Mais on ne peut pas être pour ou contre sur des faux arguments, sur des mensonges, sur de la désinformation. Et le rôle d'un élu, en tout cas tel que je le conçois, ça n'est pas d'entretenir des peurs, de chercher à les accroître, mais au contraire de chercher à rationaliser, à objectiviser les choses et à donner de véritables arguments lorsque il y en a, ce qui en l'espèce est le cas ici. Un certain nombre de questions que vous nous posez ne relèvent absolument pas de la commune de Mennecy. Vous le savez ou vous ne le savez pas, ce type de projet ne dépend pas des communes, mais dépend de l'État, puisque c'est l'État qui est amené à en instruire la conformité par rapport à la réglementation. En l'espèce, il s'agit des services de la DREAL. Oui. Pour autant, et bien que donc, nous n'avons pas un certain nombre d'éléments. Quelques points à vous signaler pour essayer de non pas vous dire qu'il faut être pour ou contre, c'est la liberté de chacun, et notamment la liberté des gens qui peuvent être directement concernés par cela, ce qui est difficilement le cas de notre commune, concernant un projet qui est situé à 1,5 km des premières maisons de la ville, contrairement à un ancien projet d'Yves-Valorisol qui était situé à peine 500 mètres. Donc de 500 mètres à 1,5 km, on a effectivement une certaine différence, une certaine, comment dirais-je, inodorité, si vous me parlez, si vous me permettez le néologisme. Première question, vous me demandez de quel type de méthanisation s'agit-il? Il s'agit de méthanisation agricole. Contrairement au projet Valorisol qui était porté par une entreprise qui avait laissé des ardoises et des problèmes derrière elle dans le Loiret, il s'agit de deux agriculteurs qui se sont montés en société, qui exploitent sur leur parcelle et qui souhaitent exploiter à base d'intrants issus de leur parcelle, comme la réglementation française le fixe, à hauteur de 60-65% et à hauteur de résidus végétaux, essentiellement issus d'ailleurs de pluies d'Arégal. Donc on n'est pas sur de la méthanisation industrielle, on n'est pas sur des intrants qui seraient, comme j'ai pu l'entendre ou le lire ici ou là, des boues, des résidus chimiques ou autres. On est sur une méthanisation agricole partant de matériaux bio. Deuxième point que vous demandez, a-t-on calculé l'empreinte environnementale globale? Si oui, quelle est-elle? Je n'ai pas l'intégralité du dossier, puisque le dossier est en instruction par les services de l'État. Je vous inviterai, comme sur un certain nombre d'autres de ces points, à aller consulter les services de l'État. Juste vous dire que sur les infos dont j'ai pu disposer, nous sommes sur un projet qui a un impact de moins 5000 tonnes de CO2 par an dans le cadre de son exploitation. C'est-à-dire que par rapport à l'état en T, si on ne fait rien, on ne bouge pas. Si ce projet porté par ces agriculteurs se fait, c'est une diminution de 5000 tonnes de CO2 par an entre les cultures, les flux, les transports, les intrants chimiques utilisés en moins, j'en passe et des meilleurs. Troisième point, quel flux de transport est prévu? Sur ce que l'on me dit, c'est une moyenne de 3 camions par jour.
ce qui, sur une départementale qui compte plus de 10 000 véhicules, est quelque chose qui, effectivement, est certainement assez proche des grandes craintes que j'ai pu entendre ou lire ici ou ailleurs. Quatrièmement, quel type de tri sera favorisé? Même chose, je vous invite à vous tourner vers l'État pour avoir le détail du dossier. Cinquièmement, quelle sera la taille de l'unité de méthanisation? Même chose, je vous invite à vous retourner vers l'État, mais c'est une unité de méthanisation qui est grosso modo sur des tailles identiques à toutes celles qui ont été développées dans les Yvelines, en Essonne ou en Seine-et-Marne sur ces dernières années. Sixième question, la qualité du digestat et son épandage, où, sur quelle terre, à quelle distance des maisons, a-t-on pensé au bord, aux auteurs, est-ce déjà négocié avec les agriculteurs, lesquels? Le plan d'épandage fait partie du dossier qui est déposé en préfecture pour validation par les porteurs de projet, les agriculteurs. En l'espèce, l'intégralité des digestats sont prévus d'être déployés, me semble-t-il, sur leur propre parcelle, et il s'agit d'intrants naturels venant diminuer les intrants chimiques qui sont épandus autrement. Et je vous invite encore une fois, sur ce sujet, à défendre les éléments précis en préfecture. Septième question, quelle sera la part de culture énergétique dédiée? Je vous invite à vous retourner vers les services de l'Adréal. Huitième question, quelle sera la part d'utilisation des cultures intermédiaires? Dans quelle mesure peut-on s'assurer qu'elles seront sans engrais minéral et sans traitement phytosanitaire? Je vous l'ai dit, la réglementation nationale, c'est d'ordre de 60 à 65%, et donc c'est la réglementation nationale qui s'applique. Neuvième question, à quelle hauteur la région finance-t-elle ce projet? La région ne finance pas ce projet. Ce projet, par contre, est financé sur sa part travaux à hauteur d'1 million d'euros par l'ADEME, qui, comme chacun sait, est une agence d'État qui est en charge de la transition écologique, la transition énergétique sous toutes ses formes. Et donc, on peut imaginer que si l'ADEME a prévalidé un projet à hauteur d'1 million d'euros, on peut être pour autant, encore une fois, on est tout sauf sur un projet écocide ou un projet dangereux ou un projet irresponsable. L'ADEME est l'organisme qui, dans ce pays, est l'organisme de référence par rapport aux questions, entre autres, mais pas seulement énergétiques. Dixième question, le manque d'information dans la population crée la suspicion qu'il y aura une consultation publique. Là encore, il revient aux porteurs de projet de communiquer sur leur projet. Je pense qu'ils seront amenés à le faire comme les anti-projets communiquent sur ce projet. Et en bout de course, l'État sera amené à prendre une décision en fonction du dossier qui lui sera présenté. Voilà ce que je pouvais apporter à vos interrogations ce soir, avec encore une fois le fait que j'ai tendance à considérer que lorsque l'ADEME valide un projet, c'est que c'est un projet qui est sérieux, qui est carré, qui est préparé, et lorsque l'on est à 1,5 km des premières habitations de Mennecy, on n'est pas à on n'est pas à moins de 500 mètres. Si, dernière chose quand même pour vous préciser, sur les deux exploitants agricoles qui portent ce projet, puisque nous sommes sur des exploitants, et ce n'est pas des entreprises derrière, ce n'est pas des industriels qui portent ce projet. L'un des deux habite à 200-300 mètres du site du méthaniseur, entre le site du méthaniseur et les maisons de Fontenay. Donc, sauf à penser qu'on soit sur quelqu'un qui a eu un Covid long et qui ne se soit jamais remis d'une perte d'odorat totale, on va penser qu'on soit sur quelqu'un qui soit absolument suicidaire et rêve de voir sa maison rasée dans le cadre d'une explosion du type AZF, on peut imaginer que la personne exploitant le méthaniseur tienne à la sécurité de sa famille et que, comme dans 99% des cas de méthanisation, et encore une fois, on peut être pour ou contre, mais sur des vrais arguments, comme dans 99% des sites de méthanisation qui sont faits, l'exploitant est le premier à avoir intérêt à ce que les choses se passent bien. Voilà ce que je pouvais vous dire. On est sur un sujet qui, concernant Mennecy, est pour moi un sujet qui n'en est pas un. La question de Fontenay, qui est située plus proche pour ses premières habitations de ce site de méthanisation, mais quand même distante de 700 ou 800 mètres, peut un petit peu plus se comprendre. En l'espèce, la balle est chez les services de l'État qui le jugeront en droit et en légalité. Merci mes chers collègues, bonne soirée à tous.